Bonjour à toutes et à tous, je suis Pierre Bérondès et aujourd'hui je vais vous parler de métavers. C'est un sujet qui me passionne et je viens d'écrire un livre sur le sujet. Dans cet ouvrage, je vous propose de mettre le métavers à portée de tous. L'idée, c'est de voir quelles sont ses caractéristiques, l'historique, les différentes notions et concepts qui tournent autour du métavers et qui sont importants pour pouvoir bien le maîtriser. Je propose aussi de faire un panorama des acteurs du marché, ceux qui viennent des jeux vidéo, des réseaux sociaux et aussi des pure players comme The Sandbox ou Decentraland. Je décris aussi quels sont les équipements qui sont disponibles et puis les limites aux technologies actuelles. Je propose surtout d'avoir des applications concrètes dans une vingtaine de domaines comme l'éducation, la santé, les industries, la banque, les assurances, l'administration, le tourisme, la mode, le luxe, les loisirs et bien sûr le e-commerce. J'essaye de voir en fait quelles sont les premières opportunités qui s'offrent aux marques, aux entreprises. Et je vous propose aussi quelques pistes pour vous lancer dans cet univers passionnant. J'oublie pas de pointer du doigt les côtés obscurs, les dangers et le besoin de régulation dans le métavers. Donc ça donne un livre qui fait à peu près 450 000 caractères, ça fait plus de 200 pages. C'est assez long à écrire, ça l'est un petit peu moins pour le lire. Et aujourd'hui, dans cette présentation, il me reste à peu près un peu plus de 38 minutes pour vous aider à y voir plus clair. Je vais donc passer rapidement sur les concepts, le potentiel du marché pour qu'on puisse se concentrer sur les applications concrètes. On ne va pas parler de demain, mais de ce qui se passe aujourd'hui dans le métavers. Alors, par où commencer ? La bonne nouvelle, c'est que le concept de métavers est devenu beaucoup plus populaire depuis que Facebook a changé de nom et est devenu Meta. C'est pas mal, mais je suis pas sûr que ça suffise, parce que pour pouvoir explorer pleinement le métavers, il faut un casque de réalité virtuelle, comme celui que j'ai sur la tête. Ça va pas être le cas de chacun d'entre vous aujourd'hui, donc je vais enlever mon casque et puis je vais proposer un petit peu de comprendre d'abord qu'est-ce que c'est le métavers. Littéralement, ce mot signifie au-delà de l'univers. Le métavers sera le prochain niveau d'Internet. C'est une combinaison entre une réalité physique et une réalité numérique. C'est le croisement entre le web, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Ce terme va englober des espaces 3D virtuels, persistants, immersifs et partagés. On va pouvoir les explorer tout en étant conscient qu'il ne s'agit pas d'un monde réel. Pour naviguer dans le métavers, il faut utiliser un casque de réalité virtuelle, comme celui que j'ai là. Ça va permettre aux utilisateurs non seulement de se déplacer, mais d'échanger aussi avec des vraies personnes, comme ce qu'on peut voir là. Et puis on va pouvoir acheter des actifs comme s'il s'agissait de biens réels. Pour effectuer des achats de produits, qui sont des produits virtuels, on va utiliser des crypto-monnaies. Et les transactions vont être soutenues par des jetons non fongibles, les NFT, ou d'autres types d'actifs numériques. Dans le métavers, on peut également se divertir, regarder des films, des séries télé. On peut être seul ou bien avec des amis qui sont soit à côté de vous sur le canapé, ou bien à des milliers de kilomètres qui ne sont pas forcément présents donc dans la même pièce. On peut faire aussi de l'exercice physique ou même regarder un concert comme celui-ci. Est-ce que le marché est important ? Plutôt, on parle de plusieurs centaines de milliards de dollars. Pour Bloomberg Intelligence, c'est 800 milliards de dollars en 2024, c'est l'équivalent du PIB d'un pays comme la Suisse. Pour Morgan Stanley, c'est 10 fois plus important puisqu'on évoque 8 000 milliards de dollars. C'est 2 fois le PIB de l'Allemagne. Ce qu'il faut retenir, c'est que Meta a investi plus de 10 milliards de dollars dans la construction de métavers en 2021. L'un des principaux enseignements des tendances actuelles, c'est que le métavers va arriver dans les 10 prochaines années. Il va offrir des opportunités qui sont incroyables pour les entreprises, petites, moyennes ou grandes, mais aussi pour les particuliers. Et chacun, finalement, doit faire sien de ce nouveau jouet technologique. Dans un premier temps, le grand public va pouvoir expérimenter le métavers au travers d'applications en 2 dimensions et aussi de la réalité augmentée. Mais dans un monde qui est de plus en plus numérique, où les frontières entre le réel et le virtuel sont de plus en plus floues, les marques vont devoir créer des interactions. Il s'agit de pouvoir s'engager avec le consommateur de façon personnalisée et d'offrir de la valeur de manière non invasive. C'est vraiment ce type d'expérience que le métavers peut favoriser et encourager. À l'heure actuelle, on n'en est pas encore à ce jeu d'échecs. Le métavers aujourd'hui, le métavers global, quand je parle, n'existe pas encore. On l'a seulement vu un petit peu au cinéma, dans des franchises comme Matrix ou bien dans le film Ready Player One de Steven Spielberg en 2018. Mais le phénomène métavers, en fait, il n'a rien de nouveau. Ça fait près de 20 ans aujourd'hui
qu'on pouvait devenir un baron du numérique en vendant des objets virtuels dans Second Life. C'est vraiment rien de nouveau. Il y a même eu des écoles, des entreprises qui ont ouvert des campus ou des filiales dans ce monde. Et puis on a eu aussi des espaces sociaux en 3D comme Cybertown que vous voyez ici, qui sont même antérieurs à Second Life. Donc le métavers, c'est pas quelque chose non plus de nouveau et d'extraordinaire. Regardons un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et d'où est-ce que ça vient. En 1929, il y a Edward Link qui a créé le premier simulateur d'avion qu'on peut voir ici. En 1938, Antonin Artaud est le premier à parler de réalité virtuelle. Et puis, si on va un petit peu plus tard, en 1968, apparaît le premier casque de réalité virtuelle. Hollywood va se lancer aussi dans la réalité virtuelle dès les années 70 avec des expériences cinématographiques immersives comme celle qu'on voit ici avec le Sensorama qui va même jusqu'à simuler finalement l'effet du vent avec un ventilateur. De même, l'armée américaine, toujours à cette époque, va commencer à financer le développement des premiers simulateurs de vol en 3 dimensions. Les premières communautés en ligne vont dater, elles, des années 90 avec les forums de discussion comme ICQ, la messagerie instantanée AOL, ou bien les premiers médias sociaux comme Classmate.com, 6 Degrees ou bien LiveJournal. Le jeu World of Warcraft est lui devenu finalement l'emblème social pour des millions de personnes dès le début des années 2000. Les communautés vont germer dans et autour de ces jeux. Depuis une trentaine d'années, les jeux vidéo en ligne ont vraiment préparé le métavers, que ce soit des mondes persistants comme EVE Online, des simulateurs de jeux de mondes comme les Sims. La réalité virtuelle, c'est pas une science-fiction pour les adeptes de jeux en réseau. Le deuxième monde, en 1997, présentait une vue de la ville de Paris en images de synthèse. Et puis, dès 2003, Second Life a été le premier à miser sur les interactions sociales dans un univers virtuel. Des métavers de nouvelle génération ont émergé au cours des 10 dernières années. On a des acteurs comme The Sandbox qui ont été créés en 2011 ou c'est Decentraland qui va dater de 2015. Aujourd'hui, lorsqu'on va intégrer un univers virtuel comme celui-là, on peut échanger avec des amis, on peut se lancer un jeu, faire des achats ou bien tout simplement regarder un concert. Ce qu'il faut voir, c'est que pour la jeune génération, c'est vraiment une expérience sociale au même titre que n'importe quelle interaction physique. Les jeux multijoueurs les plus populaires auprès de la génération Z, comme Minecraft, Roblox, Fortnite ou VRChat, offrent à chaque fois une expérience communautaire en ligne. Sur Fortnite et sur Roblox, l'expérience est assez proche finalement de celle qui est promise par les métavers. On va retrouver des outils qui vont permettre aux joueurs eux-mêmes de pouvoir concevoir des univers et puis aussi de pouvoir personnaliser leur avatar. On assiste donc à une convergence entre les mondes physiques et puis les mondes numériques. Plus de 12 millions de personnes ont assisté en même temps au concert de l'artiste Travis Scott sur Fortnite en 2020. Donc ça montre vraiment l'ampleur du phénomène et la capacité à réunir des millions de personnes au même endroit de manière virtuelle. Les jeux en ligne vont miser aujourd'hui sur la communication de groupe, mais aussi la délégation des tâches, le travail en équipe. Ce qui est important, c'est que ce savoir-faire et ce savoir-être sont enviés par presque toutes les entreprises. Et les concepteurs de jeux vidéo vont mettre l'accent sur le divertissement, le plaisir, afin que les joueurs passent le plus de temps possible dans leur univers virtuel. Et c'est vraiment aujourd'hui le seul déclencheur d'achat pour un casque de réalité virtuelle qu'on a vu tout à l'heure qui permet d'accéder au métavers. Voilà pour la partie théorique. Nous allons maintenant passer à la partie pratique puisque beaucoup d'industries vont être complètement révolutionnées. On a déjà vu la manière dont le smartphone a complètement transformé le secteur des télécommunications. On est certainement sur le point de voir la même chose dans l'agriculture, dans la fabrication, dans la logistique, le service à la clientèle ou même le transport. Mais on va commencer par regarder quel est l'impact que ça peut avoir dans le domaine du travail. Travailler dans le métavers, bien sûr, on n'y est pas encore. Pourtant, si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, les nouvelles technologies ont été d'un grand secours lorsqu'on a dû basculer d'un coup en travail à distance.
Au cours des premiers mois de la pandémie, on a tous construit un bureau à la maison, peut-être à la cave, au grenier ou même dans la chambre d'amis. On s'est équipé de nouvelles caméras, d'un casque. On a fait un peu de décoration en mettant nos livres préférés sur des étagères. Certains ont même rajouté un cadre sur le mur. Et cette crise sanitaire a été le point de départ de nouveaux espaces de bureaux virtuels. Confrontés de manière assez brutale au télétravail, les entreprises ont compris l'intérêt qu'elles avaient à utiliser un environnement de travail unifié. Dans un même espace, les équipes peuvent trouver tous les outils pour collaborer à distance, c'est-à-dire la visioconférence, la téléphonie, la messagerie instantanée, l'édition de documents en ligne, un agenda partagé. Dans ce domaine, en fait, on a deux solutions qui émergent. Ce sont Horizon Workrooms de Meta et puis le combo Mesh Team de Microsoft. Donc c'est bien, on a des solutions, mais est-ce que ça veut dire que ces solutions vont être adoptées par les entreprises? C'est pas sûr. Pourquoi? Parce que des études montrent que les employés stressent lorsqu'ils doivent participer à des visioconférences pendant les longues périodes. Et puis, la vidéo a un poids mental négatif. C'est connu sous le nom de Zoom fatigue. Alors, certes, le métavers change tout ça en créant des espaces immersifs qui permettent des interactions presque aussi organiques, naturelles que dans le monde réel. Les capacités spatiales du son permettent d'entendre en fonction de l'endroit où l'orateur est situé. Et dans le métavers, les différentes briques de communication qu'on a présentées font l'objet d'une refonte approfondie. C'est donc vraiment l'occasion de réinventer le monde du travail. Mais le plus gros problème aujourd'hui du métavers, c'est certainement les casques de réalité virtuelle. C'est pas pratique pour taper sur un clavier, sur un ordinateur. C'est vraiment pas quelque chose qu'on s'imagine porter sur la tête pendant 40 heures par semaine. Ça peut se limiter une demi-heure, une heure, ça passe. Mais après, c'est complètement irréalisable. Alors, aujourd'hui, on peut quand même se questionner sur l'intérêt de s'asseoir devant un bureau physique quand ensuite on va se connecter à un bureau virtuel. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser Internet à l'intérieur d'un bureau virtuel alors qu'on peut tout simplement utiliser l'Internet? Le métavers, est-ce qu'il est vraiment bon pour notre bien-être professionnel? C'est pas sûr. Demandez à n'importe quel de vos collègues avec quels moyens de communication il a pu communiquer au cours des dernières années. On va vous parler d'outils comme Zoom, Slack, Google Chat, Teams, WhatsApp, les emails. Est-ce qu'il faut aller plus loin? C'est ça la question. Ces outils, sur le papier, ils sont censés rendre notre vie professionnelle plus simple, plus efficace. Mais dans la réalité, on n'a jamais été autant divisé. Alors, on peut s'interroger sur le rôle des métavers dans le travail de demain. Comme toutes les nouvelles interactions qui arrivent sur Internet, les utilisateurs doivent réfléchir à la manière dont les normes sociales peuvent se traduire dans un bureau virtuel. Est-ce que ma bulle flottante est trop proche de la tienne? Est-ce que mon avatar peut arriver dans ton bureau à l'improviste? Voilà autant de questions dont on n'a pas forcément encore les réponses. Aujourd'hui, il est possible de pouvoir mixer la formation en face à face avec de l'enseignement à distance. Et la nature du métavers, elle permet de pouvoir apprendre sans s'en rendre compte. Accenture a créé avec Microsoft un campus virtuel qui permet d'accueillir les nouveaux collaborateurs partout dans le monde et de suivre après un parcours d'intégration. La Bank of America a déployé des formations en réalité virtuelle dans plus de 4000 succursales pour former les collaborateurs des agences à la relation avec les clients. Ça permet de réduire l'empreinte carbone. Dans le domaine des ressources humaines, à la place du traditionnel CV d'un processus de recrutement classique, on peut retrouver dans un environnement virtuel des exercices qui sont gamifiés et qui vont permettre d'évaluer les compétences des candidats. Prenons exemple maintenant de la médecine. Dans le métavers, en fait, les chirurgiens vont pouvoir planifier les opérations à venir. Ils vont se rencontrer dans une salle d'opération virtuelle. Ils vont collaborer avec d'autres experts.
Et il est possible aujourd'hui de simuler une opération dans le métavers, dans un univers virtuel. Les médecins peuvent être guidés dans leur pratique et puis on va pouvoir superposer des hologrammes depuis des lunettes de réalité augmentée. On peut récupérer les informations d'un patient qui pourraient être obtenues par des IRM, des radios ou bien des scanners. Tout ça va être synthétisé pour prendre en considération l'anatomie spécifique de chaque malade. Ce qu'il faut voir, c'est que si on regarde la partie enseignement, l'enseignement médical, le métavers va permettre une formation par la simulation plutôt que par simple transmission des connaissances. Et la réalité virtuelle va fournir des scénarios réels via des environnements qui vont être eux simulés et ça va permettre d'acquérir plus facilement des connaissances pratiques qui est assez difficile à appréhender dans l'univers réel. À un moment de sa vie, une personne sur 4 va souffrir d'un problème de santé mentale. Le métavers déjà permet de traiter ces différentes maladies. Depuis plus de 30 ans, la réalité virtuelle a été utilisée avec succès pour traiter le syndrome de stress post-traumatique. La combinaison du métavers avec la robotique permet d'améliorer la rééducation physique. On voit ici un patient qui marche sur un tapis roulant tout en étant soutenu par un robot. L'utilisation du métavers pour soulager la douleur permet d'éviter l'usage des médicaments. La technique employée est celle du détournement de l'attention du cerveau avec différents stimuli qui vont être liés à la douleur. On va pouvoir créer un environnement, une réalité virtuelle qui va offrir un traitement et on va non seulement distraire l'esprit de la douleur, mais on va également bloquer les signaux de la douleur pour les empêcher d'atteindre le cerveau. Et ça va être donc un complément non médicamenteux à la gestion traditionnelle de la douleur. Le métavers va simplifier la conception, la production, la commercialisation, la maintenance des nouveaux modèles. Les ingénieurs, techniciens et puis les designers vont pouvoir concevoir les différents composants d'un modèle tous ensemble sans avoir besoin de compétences de développement informatique. On va tout simplement prendre un casque de réalité virtuelle pour pouvoir visualiser les rendus en 3D des modèles. On va aussi pouvoir interagir avec eux en temps réel. Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue créatif, aujourd'hui, la réalité virtuelle va donner aux équipes de conception la liberté d'explorer des idées qu'on n'aurait pas pu, qui n'auraient pas été possibles dans le monde réel, parce qu'on n'avait pas le temps ou pas l'argent. Le métavers permet aussi d'améliorer la sécurité des nouveaux modèles. On va pouvoir simuler l'ergonomie des futurs modèles dans le métavers avec comme objectif d'améliorer la visibilité pour le conducteur. Le métavers, en fait, si on regarde, il va permettre aussi de pouvoir intégrer, améliorer la chaîne de production. On va y simuler finalement l'ensemble du fonctionnement d'une usine, un petit peu comme dans un jeu vidéo. Et puis ça va permettre de pouvoir optimiser les différents postes de travail et puis les différentes opérations. Dans le domaine de l'entretien et puis de la réparation des véhicules, les garagistes peuvent, à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, obtenir l'assistance à distance d'une marque sur un problème complexe et puis pouvoir échanger des photos, des vidéos avec le support. On peut donc répondre à un problème technique en quelques minutes au lieu de faire venir un expert sur place. C'est donc beaucoup plus efficace pour la maintenance et ça réduit aussi les possibilités d'erreurs humaines. Passons maintenant à un autre secteur d'activité, on va parler d'immobilier. Alors dépenser des milliers, voire des millions de dollars pour acheter un terrain fictif dans un monde virtuel, c'est pas une nouveauté. Pour certains d'entre vous, l'idée peut paraître absurde, voire même un petit peu ridicule. Pourtant, on a assisté ces derniers temps à des investissements relativement importants dans les terrains virtuels, dans plusieurs métavers. Ce ne sont pas uniquement des particuliers qui alimentent cette nouvelle tendance, mais on retrouve aussi des entreprises et puis des investisseurs qui jouent un rôle important. Mais l'immobilier virtuel n'est pas apparu au cours des derniers mois. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. En 2006 déjà, un terrain s'était vendu pour $1 million sur Second Life.
Après le crash boursier de 2008, les agents immobiliers ont quitté leur emploi pour devenir courtiers en immobilier virtuel sur Second Life. On retrouve finalement dans cet univers virtuel des caractéristiques d'un marché réel avec des quartiers qui vont être plus ou moins demandés, avec même la possibilité d'avoir des vues sur mer et puis des prix qui vont dépendre évidemment des zones et puis de la taille des propriétés. L'économie virtuelle sur Second Life a déjà connu un essor important puisque en 2009, les transactions d'utilisateurs en utilisateur ont dépassé les 500 millions de dollars. Regardons maintenant quel est le fonctionnement de cet immobilier sur le métavers. Pour acheter des terrains, il faut d'abord avoir les bonnes crypto-monnaies dans les bons portefeuilles qui vont être dédiés. Lorsqu'on possède le bon portefeuille et la bonne monnaie virtuelle, on va pouvoir se rendre sur une plateforme qui va être dédiée au négoce des NFT, comme par exemple OpenSea. On va pouvoir participer à une enchère pour devenir propriétaire d'une parcelle virtuelle ou d'une villa. Quand on gagne, on va récupérer un titre de propriété numérique qui va se matérialiser finalement par un carré ou rectangle sur la grande carte que vous pouvez voir ici. Après avoir acheté un terrain, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut construire, créer une animation, tenter d'en augmenter la valeur. On peut aussi organiser des événements, ouvrir des boutiques. Des grandes entreprises comme Warner, Atari, Adidas, Nike ou Carrefour ont acheté récemment des parcelles sur un métavers comme celui de The Sandbox. Un yacht virtuel s'est même vendu pour 650 000 $ en fin d'année dernière. Regardons maintenant un peu quelle est la valeur de ce marché. Pour que les biens immobiliers numériques aient de la valeur, il faut que l'offre soit limitée. En économie, ce concept est appelé valeur de la rareté. Habituellement, l'immobilier fonctionne dans un espace limité. Il n'y a qu'une seule ville de Lausanne, de Genève ou de Zurich. Or, dans le métavers, il est possible de pouvoir créer plusieurs plateformes. Et dans chaque plateforme, on peut faire autant de villes que ce qu'on voudrait. Des centaines de métavers existent déjà et beaucoup d'autres vont voir le jour. Il y a donc un certain paradoxe là. Si on regarde à titre d'exemple, dans Decentraland, on va compter environ 90 000 parcelles de terrain. Chacune va mesurer environ 15 mètres par 15 mètres. Au lancement en 2017, on pouvait acheter un espace pour environ 20 $. Aujourd'hui, la parcelle coûte au moins 15 000 $. Sur The Sandbox, il y a à peu près 166 000 terrains. Pour regarder un peu la valeur de ce marché, on peut se dire que l'an dernier, il a été évalué à peu près à 500 millions de $ et il devrait doubler cette année pour dépasser le milliard de dollars. Les entreprises sont assez présentes. Ainsi, Republic Realm a déboursé plus de 4 millions de $ pour pouvoir acheter un terrain sur The Sandbox, tandis que Token.com a dépensé plus de 2 millions de $ pour s'approprier 565 mètres carrés dans le quartier de Fashion Street sur Decentraland. Donc de plus en plus de personnes vont acheter des biens. On peut voir, on a l'impression en tout cas que certaines le font parce qu'elles craignent de passer à côté de la grande tendance du moment. Voilà la raison principale. Maintenant, une question se pose. Est-ce que le boom de la propriété numérique va durer? Comme l'art, l'immobilier, c'est d'abord un moyen d'investir dans les NFT. Et si le prix des terrains dans le métavers grimpe, c'est parce qu'il y a pas mal de spéculation. Comme dans l'art ou dans la mode, en fait, l'immobilier va bénéficier finalement de l'engouement pour les métavers. Aujourd'hui, ces métavers sont plutôt vides, pas très urbanisés, peu fréquentés, bref, il n'y a pas grand-chose à y faire. Ça ressemble beaucoup finalement à un décor de cinéma, mais derrière, c'est le grand vide. Dans le monde réel, on utilise les vêtements de toutes sortes de façons pour expérimenter, essayer différents moi. Il y a l'identité psychologique, ce qu'on ressent à l'intérieur de soi-même, l'identité sociale, comment est-ce qu'on l'exprime. Dans le métavers, c'est encore plus complexe. Il y a moins de limites que dans le monde physique et beaucoup plus de variables à prendre en considération. Plus les gens vont sortir dans le métavers, plus il va avoir besoin d'options pour exprimer, pour pouvoir se représenter à travers leur avatar. En l'absence d'autres indices, comme par exemple la profession, finalement, ce sont les vêtements qui vont être de plus en plus importants. Et donc, ce que l'on porte devient un peu notre identité. Le métavers est à la fois un endroit où on peut être reconnaissable, un peu comme dans la vie réelle, mais aussi un endroit dans lequel on peut être transformé en l'être que l'on veut. On n'est pas coincé à une seule identité, à un seul style. On peut créer un autre avatar dans un autre lieu, dans un autre métavers, changer de peau, changer même d'esthétique. Et les vêtements,
ce qui est important, c'est vraiment qu'ils vont influencer la façon dont on se sent, même dans le monde virtuel. Et cela touche particulièrement les jeunes. Aujourd'hui, les 3/4 des utilisateurs de la génération Z ont acheté dans des jeux des accessoires, des skins ou des vêtements pour avatar. Donc ça montre aujourd'hui que c'est un phénomène qui touche la jeune génération. Au début du web, le secteur de la mode et du luxe sont vraiment passés à travers le phénomène. Et aujourd'hui, avec le métavers, on ne veut pas reproduire la même erreur. C'est pour ça que beaucoup de marques s'empressent de s'associer, de mettre en place des stratégies, de tester, de créer même des divisions dédiées au métavers. Aucune industrie n'a adopté finalement le métavers comme le luxe et la mode. C'est un contraste total par rapport à ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années, où toutes les grandes marques de prêt-à-porter se moquaient de l'Internet. Prenons maintenant un exemple. La collection mixte Genesis de Dolce & Gabbana va comporter 9 objets. Des diadèmes, des couronnes, des costumes, des vestes, des robes. Si 4 objets sont uniquement virtuels, 5 autres comprennent aussi un vêtement réel. La vente aux enchères qui a été dédiée à ces objets a rapporté plus de 5 millions de dollars à la marque. Ça montre bien l'énorme potentiel des produits de luxe virtuels et hybrides. Selon Morgan Stanley, les objets de collection hybrides, donc qui sont à la fois physiques et puis virtuels, pourraient représenter d'ici 2030 25 milliards de dollars. Donc les objets numériques qu'on peut collectionner en édition limitée sont vraiment particulièrement bien adaptés aux marques de luxe qui vont miser sur l'unicité et sur la rareté. Le produit physique finalement agit comme une sorte d'assurance contre la possibilité que le consommateur ne veuille pas acheter un objet numérique seul. Ce qui est important, c'est que le métavers et les NFT vont représenter environ 10% du marché du luxe d'ici 2030. Ça représente quand même 55 milliards de dollars. Mais le phénomène n'est pas du tout nouveau. On passe depuis des années, des heures dans les jeux vidéo en ligne et les marques s'y sont mises. Ainsi, on a retrouvé des marques comme Adidas, Armani ou le Calvin Klein qui ont expérimenté la mode numérique dans Second Life. Dès 2012, en fait, Diesel a commencé à vendre des vêtements et des meubles dans le célèbre jeu The Sims. L'élément le plus intéressant dans les NFT, c'est que les marges sont extrêmement élevées. Ça coûte quasiment rien de fabriquer un bonnet ou un sac à main digital par rapport à son équivalent numérique. Les coûts de production sont faibles et aussi les coûts de distribution. Par exemple, une plateforme comme OpenSea va prendre une commission de 2 à 3%, alors qu'on est entre 15 et 30% sur Alibaba ou sur Amazon. Donc, ce qui est important aussi, c'est de voir que les contrats intelligents qui vont permettre aux créateurs de NFT de prélever une commission sur le prix de vente à chaque fois que le NFT change de main. Donc ça, c'est important parce que dans le monde physique, c'est uniquement sur la première transaction. Au final, de nombreuses marques vont créer des biens numériques qu'on peut acheter dans les métavers. Dans un avenir proche, au lieu d'aller dans votre armoire pour choisir quelque chose pour mettre pour votre prochain appel vidéo, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être vous retourner vers votre garde-robe virtuelle. Vous allez pouvoir choisir une tenue numérique en 3 dimensions, comme celle que vous avez vue tout à l'heure. Vous allez pouvoir porter des vêtements assez confortables à la maison et puis afficher un peu votre style dans le métavers. Qui a besoin au final d'acheter un vrai sac physique quand finalement on peut en avoir un avec ses amis, avec son avatar? C'est vraiment la question que va pouvoir se poser la jeune génération. Mais le métavers est vraiment en train de devenir finalement un endroit où on peut vivre le bling bling comme nulle part ailleurs, avec une belle doudoune Moncler, un sac Gucci ou une combinaison de ski Ralph Lauren. Alors demain, si votre ado il vous demande un vêtement de marque, peut-être demandez-lui dans quel métavers il compte l'utiliser. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à un autre secteur d'activité qui est celui des loisirs et du divertissement. Qu'en est-il des loisirs et du divertissement dans le métavers? Il s'agit d'une industrie tentaculaire qui va couvrir un large éventail de secteurs d'activité, comme le cinéma, les parcs d'attractions, les rencontres en ligne, les casinos, bien même les paris sportifs. Avant la pandémie, jamais on n'aurait pensé voir des stars comme Justin Bieber ou Ed Sheeran organiser des concerts virtuels. Aujourd'hui,
alors qu'on est en train de se préparer à l'avènement du métavers dans les prochaines années, le divertissement en réalité virtuelle est déjà extrêmement avancé. Des événements se produisent déjà dans le métavers avec des milliers de personnes, des millions de personnes. Si ça peut sembler nouveau, ce qu'il faut savoir, c'est que des stars virtuelles, comme par exemple Hatsune Miku, remplissent depuis des dizaines d'années des salles de concert à la fois en ligne et hors ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le métavers, les artistes virtuels sont plus limités par les contraintes physiques. Du coup, un artiste peut être projeté sur une scène virtuelle, dans la réalité virtuelle, synchronisé avec de la musique préenregistrée, et on va pouvoir changer instantanément de tenue, d'univers, passer de l'espace à un monde sous-marin. La crise sanitaire, Studio 2054 était le concert numérique payant de l'artiste anglaise Dua Lipa. Il a été diffusé en direct en fin d'année 2020 et a rassemblé 5 millions de spectateurs payants. C'est donc à environ 60 millions de dollars de revenus pour la chanteuse. Cela montre que le business du loisir et du divertissement est une réalité dans le métavers. Regardons maintenant ce qu'il en est pour la vente de détail. Regardons maintenant à quoi ressemble la vente de détail, les centres commerciaux, bref, la distribution dans le métavers. Le commerce dans le métavers, c'est bien au-delà des jeux vidéo. Il va redéfinir la manière dont on va consommer. L'objectif du métavers n'est pas de fonctionner de manière isolée, mais de créer un lien entre l'univers réel et virtuel. L'objectif donc du métavers, c'est de pouvoir faire des achats dans des magasins virtuels avec son avatar. Ce qui s'est passé durant les fêtes de fin d'année 2021, c'est que de nombreux magasins virtuels ont été expérimentés par les marques, comme Burberry que vous voyez ici, et c'était un moyen un peu plus divertissant, un peu plus attrayant pour présenter des produits dans un univers en 3 dimensions. Alors aujourd'hui, oui, c'est possible de pouvoir faire du shopping dans le métavers. On peut y dépenser de l'argent réel pour acheter des biens virtuels grâce à du Bitcoin, de la blockchain et des NFT. L'expérience augmentée va donner naissance finalement à une nouvelle forme de consommation et d'engagement envers les marques, notamment grâce aux nouvelles technologies de réalité étendue. La réalité augmentée, elle de son côté, améliore déjà le parcours traditionnel de vente au détail. Elle va offrir aux clients davantage de pouvoir. On va pouvoir essayer avant d'acheter. Par exemple, on va pouvoir pointer la caméra d'un smartphone pour pouvoir tester un rouge à lèvres. Ou aussi, ça peut être des lunettes. Il y a vraiment plein d'options qui sont possibles et envisageables aujourd'hui. Certains détaillants en ligne ont déjà ajouté la réalité augmentée sur leur plateforme de vente en ligne. Ça peut être le cas pour des meubles, ça peut être le cas pour des lunettes, du maquillage comme vous le voyez aujourd'hui, ou bien des vêtements ou des chaussures. Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour créer un magasin virtuel ou bien des pulls qui vont être adaptés à votre avatar. Cependant, c'est important aujourd'hui de réfléchir à la présence numérique que chaque marque souhaite avoir, à la manière dont vous allez intégrer vos offres à la réalité virtuelle et à ces univers. Que le métavers prenne vie ou non, l'utilisation de ce type de technologie est en train de se développer auprès des consommateurs. Cependant, s'il est un succès, le métavers, ça pourrait être le commerce électronique en peut-être 100 fois, 1000 fois plus grand. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que l'avenir du commerce de détail se trouve bien dans le métavers. Je vous propose maintenant de passer à la dernière partie, c'est-à-dire de regarder quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour se lancer dans le métavers. Que faut-il faire donc pour se lancer? Certes, le métavers se développe rapidement, mais pas assez vite pour qu'il supplante dès demain le marketing digital. Donc pour commencer, la plupart des métavers vont nécessiter l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle. Or, le marché est faible, il y a environ 10 millions d'unités qui sont vendues chaque année, tout le monde n'en possède pas. Donc les marques ont un peu de temps pour élaborer des stratégies marketing efficaces. Mais voici quelques éléments clés pour prendre en compte au moment d'entrer dans le métavers. Premier conseil, c'est vous lancer tôt. Certaines entreprises pensent qu'on peut attendre, voir ce qui se passe. C'est vraiment pas la bonne tactique. Il faut dès à présent établir des liens avec les créateurs de métavers, avec le public, les communautés qui s'y rendent sous peine de prendre du retard. L'histoire, elle se répète, elle est la même pour chaque plateforme sociale. C'était le cas avec Facebook, avec TikTok. Les marques pensent qu'elles ont du temps
Et une fois que la plateforme elle est saturée, c'est beaucoup plus difficile de gagner du terrain. C'est pour ça qu'il y a un point qui peut poser problème, c'est que en étant dans les premiers entrants, on va prendre des risques. Ça veut dire que se lancer dans quelque chose de nouveau, et ça veut dire que potentiellement, on peut s'exposer à l'échec. Et ça, c'est vraiment un point qu'il faut être capable de prendre en considération aujourd'hui. Deuxième élément, il faut être capable de se lancer dans l'inconnu. Au début, les réseaux sociaux étaient considérés comme un espace aussi qui présentait des risques. Les marques, au début, elles y présentaient de manière un peu maladroite, elles ne connaissaient pas forcément les bons codes, certaines étaient même complètement à côté de la plaque. C'est que plus tard qu'elles ont commencé à comprendre le concept de communauté et les règles de ce nouveau monde. L'une des choses les plus fascinantes avec le métavers, c'est la vitesse à laquelle il évolue. Et les changements sont si rapides qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment vers où on a. C'est excitant, pourquoi? Parce qu'on est à l'avant-garde, on est vraiment la capacité d'être le catalyseur d'un grand changement. Après, la bonne nouvelle, c'est que TikTok et Snapchat ont suivi une trajectoire similaire, donc on est un petit peu habitué à se lancer dans l'inconnu. Il faut aussi développer une présence dans le métavers. Pour ce faire, si on regarde à l'époque, avec des sites web originaux, les marques arrivaient à se différencier parce qu'elles étaient souvent les premières sur le marché. Grâce au métavers, aujourd'hui, les marques ont la possibilité de créer des lieux, des univers, des sites virtuels qui vont être complètement immersifs, interactifs. Ça permet de pouvoir collaborer avec des univers virtuels pour, par exemple, organiser des événements. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'une marque va faire aujourd'hui en matière de marketing dans la vie réelle doit être aligné avec l'expérience dans le métavers et vice-versa. Maintenant, quatrième recommandation, il s'agit d'être capable de trouver son public cible. Et pour savoir quelle est la meilleure cible à atteindre, il faut être capable de pouvoir lui donner le meilleur contenu. C'est une étape importante car comme on l'a vu, il n'existe pas un seul métavers, mais il y a plusieurs espaces virtuels, chacun avec des publics qui sont différents. Les marques doivent donc se familiariser avec les différents acteurs et chercher des opportunités, celles qui vont correspondre à leur audience cible. Il n'existe pas de raccourci ni de formule magique. Ce qui est important, c'est vraiment d'apprendre à connaître son public. Et pour ce faire, il faut d'abord être spectateur, puis ensuite, on peut être acteur. On peut aussi tout simplement concevoir et proposer des objets virtuels sous forme de NFT. Dans le métavers, en fait, les produits et services traditionnels continuent d'exister, mais il y a une nouvelle catégorie de produits qui va émerger, c'est les produits virtuels. Et c'est donc un moyen facile pour lancer des collections, pour pouvoir tester des nouvelles idées. Il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire. On peut s'ouvrir à la finance décentralisée, on peut investir dans la création d'expériences immersives et d'événements virtuels. Vous pouvez faire du bruit car le son est un élément essentiel de l'identité de marque. On peut aussi développer la co-création et lâcher prise, donner le pouvoir aux consommateurs, pousser à la personnalisation des produits, fixer les prix autrement. Mais il y a deux choses qui sont importantes. Il faut être capable de monter une équipe, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis, il faut se dire qu'on investit sur le long terme. C'est bientôt l'heure de se quitter avec une question. Est-ce que le 21e siècle sera celui du métavers? La vérité, c'est qu'aucun d'entre nous ne sait vraiment comment le métavers va évoluer, comment les opportunités vont apparaître au fur et à mesure qu'il va gagner en visibilité. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas laisser échapper les opportunités qui s'offrent à vous. Au contraire, soyez conscient que le métavers peut concerner toutes les marques, toutes les entreprises. Alors adopter le monde numérique, c'est vraiment le meilleur moyen d'aller de l'avant. Ce que je vous propose, c'est de dès maintenant plonger dans le métavers et d'en tirer le meilleur parti. À bientôt!